Radio Cité Genève. Le grand format. Exemple type d'un nettoyage ethnique, ce sont les mots utilisés par le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU pour qualifier la situation des Rohingyas en Birmanie. Depuis le 25 août, ce sont près de 300 000 personnes de confession musulmane qui ont franchi les frontières du Bangladesh pour trouver refuge. Si les rebelles Rohingyas ont décrété un cessez-le-feu unilatéral, le gouvernement birman ne fléchit pas et continue sur sa lancée répressive. Le chef du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, a pourtant reçu un prix Nobel de la paix en 2012. Selon Nourdine Erraïs, membre du collectif Halte au massacre en Birmanie, la qualification de génocide aurait permis aux Rohingyas de jouir de droits juridiques. Compte tenu des prêches de haine contre les musulmans de manière générale proférées par des moines bouddhistes, en tout cas par les extrémistes moines bouddhistes, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame non plus, et aussi ils sont également discriminés à cause de leur différence physionomique, à savoir que les Rohingyas sont beaucoup plus mat de peau, contrairement à la population majoritaire de la Birmanie qui s'appelle les Bamars, qui sont eux descendants directement de la Chine. Donc il y a une discrimination ordinaire à leur rencontre, à la fois physionomique, mais aussi religieuse et également sociale, puisqu'on les exclut de tous les droits élémentaires. Cette discrimination trouve son origine après la mise en place de la première dictature de la Birmanie, sous le règne de général Ne Win dans les années 60. On a mis en place une sorte de propagande à leur rencontre pour peut-être trouver un ennemi commun et un ennemi de l'intérieur pour masquer toutes les imperfections qu'on peut trouver dans une dictature classique. On a surfé bien entendu sur la vague religieuse en utilisant des autorités religieuses comme aujourd'hui ce qu'on peut entendre avec le fameux moine extrémiste Achinu Eratu. Ce qui se joue en tous les cas actuellement est un peu similaire à 2012. C'est même un peu plus violent que ça, parce qu'en 2012, on a le chiffre officiel, en tout cas ce qui a été donné par l'ONU à l'époque, on parlait de 200 à 300 morts. Aujourd'hui, on a un estimatif de 5 fois plus. On parle de 1000 morts, voire, et dans certains rapports, on peut dire 3000 morts. Mais en tout cas, dans tous les cas, le recensement des victimes est très difficile, puisque les seules sources dont nous disposons viennent de l'armée birmane, qui sous-estime bien entendu les morts. Tous les accès sont interdits aux ONG, y compris aux organes de l'ONU. Nettoyage ethnique est l'expression appropriée pour parler du traitement des Rohingyas par la junte birmane ? Ça, c'est le mot qui est utilisé officiellement par l'ONU, parce qu'on refuse d'utiliser le mot génocide, qui est un terme protégé par une définition justement de l'ONU, et qui a des effets juridiques et politiques également. Et donc, on préfère utiliser nettoyage ethnique, bien que la question donne tous les signes d'un génocide classique. Donc, le nettoyage ethnique est un mot pour contourner le mot génocide, pour pas avoir des conséquences juridiques et politiques. Un exemple, on a été reçu par le ministère des Affaires étrangères en avril 2013, à la suite de la visite de l'ancien président Thein Sein, et qui utilisait également ce mot-là, sachant que c'est le mot utilisé par l'ONU pour éviter la colère de l'État birman. Et bien entendu, le mot génocide est une qualification juridique qui octroie des droits aux victimes également. Donc aujourd'hui, dans toutes les ONG officielles comme Amnesty International et autres, ils utilisent le mot nettoyage ethnique. Comment vous expliquez justement ce manque de réaction à l'international, y compris de la part des pays musulmans comme le Pakistan, l'Indonésie ? D'abord, au niveau de la communauté internationale, le silence n'est pas nouveau. Ça fait des années, bien avant 2012. Bon, la Birmanie, avant 2011, était quasiment inexistante dans la scène internationale. Donc, elle n'était pas du tout, elle était même sous embargo économique et militaire dans l'armement. Après 2011, il y a eu une première ouverture démocratique de ce pays-là. Il y a eu quelques massacres en 2012, puis 2013 également dans le centre du pays. On a toujours remarqué ce silence assourdissant de la communauté internationale. Alors, les raisons peuvent s'expliquer de différentes manières. D'abord, au niveau européen et également au niveau des États-Unis, ces deux principaux régions du monde commencent à initier des contrats commerciaux et à développer des affaires économiques avec le pays. Au nom de cette ouverture, au nom de ces nouveaux contrats, on se teste sur certains sujets, notamment lorsqu'il s'agit des affaires internes de la Birmanie. Il y a aussi d'autres ethnies qui souffrent également du même sort, comme les Kachin dans l'État du Nord, l'État du Kachin, qui sont eux chrétiens. On préfère taire ces sujets-là parce qu'il y a des actes qui vont potentiellement être signés entre les pays partenaires comme l'Europe, les pays européens et les États-Unis. D'ailleurs, ça en témoigne la visite du président, de l'ancien président Thein Sein,
qui avait fait une tournée européenne, justement pour développer les affaires économiques. Parce que, de toute façon, cette ouverture économique ouvre le champ à la construction de pays. Il y a tout à faire. C'est une manne d'or pour ces pays-là. Et donc, ces pays évitent de parler de ces questions. Et les pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan, l'Indonésie, pourquoi ils mettent ce sujet de côté? Pour ce qui est de l'Indonésie et la Malaisie, je ne dirais pas qu'ils sont silencieux sur ce sujet. Au contraire, ce sont, pour moi, avec la Turquie, les rares pays qui commencent à brandir ce sujet des Rohingyas. En témoigne la plus grosse manifestation qui a eu lieu depuis 2013, c'était en Indonésie. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite et le Pakistan, c'est un peu différent. D'abord, l'Arabie Saoudite est un des pays qui accueille le plus de réfugiés, mais en tout cas, sur le plan politique, elle est quasiment absente. Bien qu'elle ait entrepris une initiative en 2013 ou en 2014, je ne me souviens plus très bien. Il y a eu une délégation qui s'est déplacée en Birmanie, mais avec des fausses promesses. Il y a eu une promesse à l'époque de 50 milliards de dollars d'aide pour les Rohingyas, mais qu'on n'a jamais vu sur le terrain, nous-mêmes. Alors, le seul organe qui pourrait en tout cas porter cette cause Rohingya, c'est l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe la majorité des pays musulmans. Et bien sûr, je crois que c'est présidé par l'Arabie Saoudite. Alors, cet organisme-là avait déjà pris la question en main, mais en tout cas, sur un plan diplomatique, les actions sont absentes et elles ne représentent aucune menace pour la Birmanie, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'entretient aucune relation diplomatique ni économique avec les pays musulmans. Nourdine Raïs, merci beaucoup pour ces réponses. Je rappelle, vous êtes membre du collectif Halte au massacre en Birmanie.